Ce ne sont que de rumeurs. Le volcan Nyamulagira est en activité, mais il n'est pas encore en éruption. Précision du directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Pendant ce temps, à Kalemi, le lac Tanganyika en colère ne fait que monter et causer d'énormes dégâts matériels dans la ville. La République démocratique du Congo, officiellement candidate comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2023, annonce faite par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Merci de votre fidélité à Télé 50 et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a annoncé officiellement la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent pour la période 2022-2023. Il a dit devant les diplomates accrédités en RDC. Le dossier avait déjà été déposé depuis 2019. La RDC sera donc en course avec le Gabon et le Tchad. La République démocratique du Congo devrait batailler dur contre le Gabon pour un des sièges réservés à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2022-2023. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement président en exercice de l'Union africaine, l'a annoncé officiellement devant les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 10 sièges non permanents qui sont renouvelés par moitié tous les ans et sont répartis comme suit. 3 sièges pour le groupe des États d'Afrique, 2 sièges pour le groupe des États d'Asie-Pacifique, 2 pour le groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, 2 pour le groupe des États d'Europe occidentale et autres, et un groupe pour les États d'Europe orientale. Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, dont la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France et le Royaume-Uni. La République démocratique du Congo a déjà siégé comme membre non permanent entre 1982, 1983 et 1990-1991. La volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient donc consacrer les efforts entrepris pour placer la République démocratique du Congo au cœur des enjeux internationaux en rapport avec la paix, la sécurité et l'intégration des nations dans une perspective commune de stabilité et de prospérité à travers la planète. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias concernant l'éruption volcanique de Nyamulagira au Nord Kivu dans le parc de Virunga, c'est une fausse alerte selon les directeurs scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma, Kassere Kamainda, contacté par la rédaction Télé 50. Il est vrai que le volcan Nyamulagira est en activité, mais pour le moment, il n'a jamais été question d'éruption volcanique. Certains avions qui ont survolé ont aperçu une fumée dans le parc alors qu'il y avait une activité de charbon dans ce site. Il est vrai, il est aussi dans une phase d'activité intense, mais à ce stade, il n'y a pas d'éruption. L'OVG ne parle pas ne se base pas sur des rumeurs. Il est vrai, à l'éruption de 1977, du 10 janvier 1977 de Nyiragongo, le Nyamulagira avait précédé. C'est l'éruption qu'on appelle le Morara. C'était quelques jours et le Nyiragongo est entré en éruption. Et les gens, c'est vice-versa. Nyamulagira entre en éruption, Nyiragongo entre en éruption, et ainsi de suite. Mais à ce stade, nous n'avons pas encore enregistré l'éruption de Nyamulagira. Puisque je viens d'être en contact avec le parc. Vous savez que Nyamulagira se trouve entièrement dans le parc. J'ai appelé, il vient de me confirmer qu'ils ont fait le survol et ils ont même alerté leur poste de patrouille. Il n'y a rien. Personnellement aussi, j'ai contacté, puisque nous avons beaucoup de stations tout autour de Nyamulagira, et là nous avons des agents qui viennent de me confirmer aussi qu'il n'y a rien. Comme le Nyiragongo, actuellement aussi, le Nyamulagira émet des panaches de gaz. Alors le vent s'est dirigé vers le cône de Murara. Le panache s'est dirigé vers le cône de Murara, et directement la population a commencé à croire que c'était le Nyamulagira qui était en éruption. Ils doivent être réglés le plus rapidement possible pour ne pas
confondre l'incendie avec l'éruption. Restons dans ce coin pour parler cette fois de l'éruption du volcan Nyiragongo. Après l'aménagement du site de Munigo, les déplacés sont dans une situation humanitaire précaire. Pas d'eau potable pour cette population. Leur cri d'alarme dans ce reportage de Pacheko Kavundama. C'est un véritable ouf de soulagement pour ces milliers de sinistrés de la récente éruption du volcan Nyiragongo installé au site de Munigi. En effet, ils ont reçu la première assistance en vivres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Et c'est le vice-gouverneur policier, le général Romi Ekuka, qui a lancé cette distribution à Munigi dans les territoires de Nyiragongo. Soucieux aussi par cette situation qui a affecté ses électeurs, le député national élu de ce territoire, Singoma Mwanza, à travers sa fondation, a dépêché sur place une importante quantité d'eau. Eric Kyuma Kavungera, collaborateur de la fondation Mwanza, précise que c'est pour compatir également avec sa base que cette action est réalisée. En fait, comme vous le savez bien, la fondation Mwanza, à partir de ses objectifs, distribue de l'eau aux populations de Nyiragongo. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnellement parce que nous avions connu le problème d'éruption volcanique, la population de Nyiragongo a été touchée. C'est ainsi que la fondation Mwanza est venue au secours. C'est parce que, vous savez, l'eau est une denrée nécessaire pour cette population. Nous voici maintenant venir distribuer de l'eau. Les bénéficiaires qui sont les sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier et quelques habitants du groupement de Munigi ont salué ces gestes du député national Singoma Mwanza, car pour avoir de l'eau en cette période, c'était tellement difficile. Nous disons merci beaucoup car on souffrait déjà. On commençait à acheter un bidon d'eau à 500 francs, voire 1000 francs congolais. Nous disons merci et que Dieu bénisse Mwanza Amisi Singoma. Rappelons que ce n'est pas la première action caritative faite par la fondation Singoma Mwanza après la récente éruption volcanique. Des sinistrés installés à Don Bosco Ngangi par exemple, toujours dans le territoire de Nyiragongo, ont reçu récemment une assistance. D'une catastrophe naturelle à une autre, depuis près de 2 mois, les eaux du lac Tanganyika ne cessent de monter et causent d'énormes dégâts matériels dans la ville de Kalemi. Conséquence, des quartiers du littoral inondés par ces eaux et abandonnés par la population, ainsi que les routes qui sont délabrées, constaté par François Muganza dans la province du Tanganyika. Le lac Tanganyika, insaisissable. À l'image des laves de Nyiragongo, ces vagues détruisent tout à leur passage. La ville de Kalemi voit sa beauté côtière disparaître au jour le jour par cette montée inexplicable des eaux du lac, associée aux agitations permanentes qui, à coup sûr, laissent des traces déplorables. C'est de cette manière que les bâtiments s'écroulent en dépit de leur construction résistante. Des quartiers entiers submergent, des routes inondées. Le quartier d'Ave, l'une des entités littorales des Rainons de la ville, voit la quasi-totalité de ses maisons dans les eaux du lac, les propriétaires contraints de les abandonner, au profit des poissons et quelconques autres animaux aquatiques. La principale Lumumba, l'un des rares longs boulevards macadamisés du pays, n'échappe pas à la méchanceté du majestueux Tanganyika. À certains endroits, du côté aéroport de Kainda, seules 2 bandes parmi les 4 sont usitées par le fait que les autres sont en voie de disparition dues à des turbulentes vagues du lac. L'on peut bien voir ici que les lampadaires censés éclairer la route durant la nuit sont à même le sol, car les étendues leur dévolues sont déjà emportées par les eaux, et ce, en dépit des efforts du gouvernement provincial ayant tenté de limiter cette pression à l'aide de ses multiples moellons. La rivière Lukuga, principale déversoir du lac, a débordé son lit et les différents collecteurs qui normalement y jettent les eaux des pluies en reçoivent au contraire et inondent par conséquent la principale Lumumba complètement délabrée à cet endroit, raison d'ailleurs de ce manque de fréquence des véhicules qui se sont trouvés un refuge sur le sens unique de l'avenue Kalemi. Cette catastrophe du lac frappe tous les secteurs, y compris les loisirs. Les stades de football construits à l'honneur de Janson Saint-Doué et dont il porte le nom d'ailleurs, on ne peut le reconnaître qu'à travers ses poteaux et sa tribune, le reste de son air, désormais une propriété du lac. Le lac Tanganyika ne recule pas et la ville de Kalemi est en train de partir.
À l'Assemblée nationale, examen et adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et les fonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi continue de diviser la classe politique congolaise, surtout avec l'augmentation du nombre de membres de la société civile à la plénière de la CENI et la création du poste de deuxième vice-président. Jean-David Kilolo pour les détails. La commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale, dirigée par André Mbata, a présenté une économie du travail reflétant les grandes options et innovations proposées à la sanction de la plénière de la loi dite Lutundula. Pour le professeur André Mbata, la commission électorale nationale indépendante, étant politique par excellence, ne peut pas devenir l'apanage des groupes de pression dont l'objectif est autre que la conquête et l'exercice du pouvoir, qui en exclurait les partis politiques et les élus du peuple, qui représentent la nation. Pour lui, l'indépendance de la CENI est donc relative et fonctionnelle. Cette institution ne saurait être totalement indépendante du peuple, ni des représentants légitimes de la nation. C'est raison pour laquelle les membres de la CENI sont investis par ordonnance présidentielle et leur désignation entérinée par l'Assemblée nationale à laquelle la CENI est tenue de faire rapport. Au nombre des innovations figure notamment l'enrichissement de la plénière de 5 nouveaux membres, au lieu des 10 membres issus de la composante politique, constituée par la majorité et l'opposition. La commission PAJ a prévu 5 membres qui proviennent de la société civile, alors que dans les textes existants, la société civile n'était pas arrivée à ce nombre. C'est l'assemblée plénière des 15 membres qui exercera le contrôle interne, au lieu d'une commission permanente d'évaluation pour ne pas multiplier inutilement les organes et alourdir la machine électorale, étayé le président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Concernant le renforcement de l'indépendance des membres de la CENI en les protégeant aux pressions de leur autorité morale, la nouvelle loi leur interdit toute participation aux activités des partis politiques ou contribuer financièrement grâce aux ressources de la CENI, comme par le passé. Cela vaut aussi pour les membres de la CENI issus de la société civile qui ne peuvent pas non plus continuer à assumer les fonctions des directions au sein de celle-ci. Ainsi, pour se préserver de toute forme de pression et garantir la bonne gouvernance financière, la Commission a requis la démission de membres de leurs composantes de provenance, ainsi que des possibilités de contrôle interne et externe effectifs, ainsi que des poursuites judiciaires pour sanctionner des actes de mauvaise gestion et des malversations financières. Prenons les réactions des députés nationaux à l'issue de cette plénière. Nous voulons de la transparence, mais aussi, nous voulons qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints? Non. Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandres pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. C'est que moi je ne veux pas. Donc soyez tranquilles, le processus est déjà entamé, le rapport sera accepté, la loi sera votée et promulguée et nous irons aux élections. Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison des 5 membres. Et nous avons adopté cela. Et cela constitue une innovation. Parce qu'antérieurement, la société civile n'avait pas 5 membres au sein de la plénière de l'Assemblée nationale. Sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Parce que nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023.
En santé, les 5e journées scientifiques paludisme se sont clôturées sur une note de satisfaction. Plusieurs experts ont réfléchi sur le paludisme à l'ère de maladies émergentes et réémergentes. Ces 3 journées ont permis de réunir plus de 200 acteurs et de présenter plus de 90 abstracts sous 9 thématiques sur les paludismes. Ces rencontres scientifiques ont permis également de créer un réseau des chercheurs et à montrer la nécessité de perpétuer cette expérience compte tenu du contexte épidémiologique de la République démocratique du Congo et de nombreuses interventions qui y sont menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme. C'est dans ce cadre que l'organisation des journées scientifiques contre le paludisme 2021, 2 ans après celle de 2019, s'avère de nouveau pertinente en vue de réunir les scientifiques, les médicaux et les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la recherche. Elle constitue un carrefour essentiel d'échanges fructueux et de partage d'encouragement, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la vision du programme national de lutte contre le paludisme, contre cette maladie. Nous avons analysé l'impact de la Covid sur le paludisme, l'impact de maladies comme l'onchocercose, la cécité des rivières et bien d'autres maladies comme le VIH/SIDA sur le paludisme. Il y a eu des apports scientifiques de taille et nous allons tenir compte de ça. Par rapport à la TPI, donc traitement préventif intermittent chez l'enfant. Pour rappel, 2 journées scientifiques sur le paludisme ont déjà été organisées en 2009 par la faculté de médecine de l'université de Kinshasa en collaboration avec le PNLP et l'OMS dans le but de partager les connaissances sur les différentes recherches menées dans ce domaine, définir les priorités de recherche en RDC et de mettre sur pied des réseaux de recherche entre les chercheurs qui travaillent sur des thèmes semblables afin d'identifier les voies et moyens pour une plus grande mobilisation des ressources allouées à la recherche. De l'environnement dans cette édition, désormais les fonds forestiers national et l'agence japonaise de la coopération internationale travailleront en collaboration. Le directeur général de cette structure, Honoré Mulumba, a échangé avec le représentant de la JICA afin de trouver les voies et moyens pour accompagner le programme du chef de l'État dénommé Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Vous allez bien ? Oui. C'est un accueil chaleureux qu'a réservé le représentant de l'Agence japonaise des coopérations internationales au directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba, et sa délégation. Toujours soucieux de voir le programme du président de la République, Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, être concrétisé. Au cours de leur échange, il était question de voir comment établir un partenariat entre JICA et le FFN dans le but d'accompagner ce projet. Après leur entretien fructueux et prometteur, le représentant résident des JICA, Shibata Kazunao, a promis d'appuyer le programme du président de la République sur le reboisement en attendant d'étudier minutieusement le cadre d'appui avec le FFN. Je suis très heureux aujourd'hui d'échanger avec M. DG du Fonds forestier national, mais aussi ses collaborateurs qui sont mes amis depuis longtemps pour contribution à la gestion durable des forêts. Pour sa part, le directeur général du Fonds forestier national s'est réjoui de ce premier contact. Nous avons un souci majeur que tout le monde connaît, c'est l'applicabilité ou la matérialisation de ce grand programme de jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, qui est le programme du président de la République, que nous venons de commencer. Nous n'allons pas leur demander de se précipiter pour nous aider. Nous sommes dans un début qui peut nous permettre de commencer. Soulignons que depuis son avènement à la tête du Fonds forestier national, l'administrateur et directeur général Honoré Mulumba ne ménage aucun effort pour la visibilité locale, nationale et internationale du FFN.
Au Maniema, le gouverneur de province Ogi Moussafiri a rejeté sa destitution et a appelé ses services au travail et à la sérénité. Ogi Moussafiri, qui dénonce un acharnement pur, prétend que la deuxième motion initiée contre lui par les députés Katisimba Makoubouli Corneille a été déposée au moment où il était déchu par la première motion et attendait la décision justement de la Cour constitutionnelle. Le gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri Nkola Nioma, est rentré à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Il a été accueilli à l'aéroport national de Kindu par le membre de son gouvernement et ceux du Conseil provincial de sécurité. Un peu plus loin du parking, ce sont des milliers de personnes qui attendaient saluer leur leader incontesté. Le retour inattendu et non avisé du chef de l'exécutif provincial n'a pas empêché de drainer un nombre important au fur et à mesure qu'il progressait au centre-ville. Moussafiri Nkola Nioma a fait une petite pause à la résidence officielle avant d'aller au bureau où il a tenu une réunion du Conseil provincial de sécurité. Lui-même n'a rien annoncé publiquement ni à la presse sur sa situation politique et administrative. Pourtant, il était déchu par l'Assemblée provinciale le vendredi dernier. Une mesure très contestée dans la ville et dans beaucoup de milieux politiques. Le gouverneur retourne à Kindu au moment où plusieurs députés partent pour Kinshasa malgré la session en cours. Ils ont été hués par la population de leur passage sans connaître véritablement la raison. Clôture du colloque sur les ressources naturelles et l'environnement par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Les scientifiques venant de différents coins du pays et d'ailleurs ont produit 300 recommandations à soumettre au gouvernement de la République. L'objectif étant de mettre fin au décalage criant entre les richesses naturelles et la pauvreté de la population. Josué Mouyumba. Le colloque international sur les ressources naturelles et l'environnement a touché à son terme. Organisé à Kolosi, la capitale provinciale du Lualaba, par l'université de Lubumbashi, en collaboration avec l'UNICOL. 300 recommandations ont été formulées par les scientifiques en provenance de divers coins du pays et du continent après 3 jours d'intenses réflexions. Le ministre provincial de l'environnement a salué la promptitude du gouverneur intérimaire Masuka Saini chaque fois qu'elle est sollicitée pour les activités qui impliquent les intérêts vitaux de sa population. Dans ce mot de clôture, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'UNILU, a mis l'accent sur l'aboutissement heureux des travaux tout en félicitant la première citoyenne du Lualaba, Masuka Saini Fifi, pour son appui considérable dans l'organisation de ce colloque à Immaculata, une salle de Kolosi. À la fois symbolique et pratique à l'aune de votre expérience de gouvernance. Et aussi, vous avez tenu à mettre en évidence. Le gouverneur intérimaire du Lualaba et marin de ces assises a remercié les participants pour le travail abattu et a promis la mise en application des recommandations issues de ces assises dans les limites de ses attributions. Ce qui va dans la logique du peuple d'abord, leitmotiv de la politique du président de la République Félix Tshisekedi, qui met le bonheur du peuple congolais au centre de sa politique. Les recommandations que nous avions formulées nous engagent tous devant la société. Elles seront nonchalantes dans la prise de décision au niveau provincial ainsi qu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises. Parmi elles, le représentant du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les membres du gouvernement provincial du Lualaba et du Haut-Katanga, le conseiller au collège de l'éducation et recherche scientifique du chef de l'État et tant d'autres. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, s'est entretenu avec les responsables de la FEC et de la NAPI. Objectif, leur informer de la volonté du chef du gouvernement de réaliser la vision du président de la République, celle de rendre la RDC un pays propice aux investisseurs. C'est en sa qualité de président du comité des pilotages du climat des affaires que le ministre d'État en charge du plan a réuni au cours d'une séance de travail les responsables de la FEC et de la NAPI. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Ntimba Kabulo, a aussi dans ses prérogatives abordé la question des réformes du climat des affaires en République démocratique du Congo. Il a été donc question de dresser un tableau sur le climat des affaires dans le pays. Par cette rencontre, le ministre d'État en charge du plan veut démontrer la volonté du chef du gouvernement, Samuel Kondé, de concrétiser la vision du président de la République, que la République démocratique du Congo est un pays propice pour les investisseurs.
Christian Mwandontimba Kabulo, ministre d'État en charge du plan et président du comité de pilotage du climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, a écouté et enregistré les doléances des représentants du patronat congolais dans le but de rendre plus favorable le climat des affaires en RDC. C'est notamment l'assouplissement des taxes. On a une fiscalité confiscatoire, ce n'est pas nous qui le disons, le chef d'État lui-même l'avait dit. On a une parafiscalité qui tue les entreprises. Vous pouvez comprendre que nous avons, nous, dans ce pays, je ne sais pas combien, 80 millions de terres arables, nous avons un fleuve, nous avons des rivières. Assisté de son vice-ministre, le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando veut ainsi rassurer par ces échanges ses représentants du secteur privé de son engagement au nom du gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus les investisseurs étrangers et inciter aussi des investissements domestiques. D'où la nécessité de ces échanges dans les cadres du dialogue privé-public. Une pratique qui sera régulière, a rassuré les ministres d'État en charge du plan. Place au rappel des titres. Ce ne sont que deux rumeurs. Le volcan Nyamulagira est en activité, mais il n'est pas encore en éruption. Précision du directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Pendant ce temps, à Kalemi, le lac Tanganyika en colère ne fait que monter et causer d'énormes dégâts matériels dans la ville. La République démocratique du Congo, officiellement candidate comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2023, annonce faite par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.